parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules si vous nous rejoignez, ce talk show qui parle de vous. Nous décryptons l'actualité du lundi au vendredi pour votre plaisir. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous le savez, nous décryptons, comme je le disais tantôt, l'actualité à 380 degrés. Qu'est-ce qui focalise l'actualité de chez nous ce vendredi 25 juin 2021? Vous allez le comprendre dans un instant. Bien évidemment, aujourd'hui, nous parlons de migration irrégulière. Oui, on en parle encore dans les grandes gueules. Un jeune Guinéen est mort en détention en Italie après avoir été agressé par 3 individus et arrêté par la police malgré les réclamations de soins suite aux violences qu'il a subies. Mamadou Moussa Baldé, 23 ans, n'en aura pas. Il ne bénéficiera pas des soins tant réclamés et perdra la vie dans des conditions obscures alors que les autorités italiennes parlent de suicide. Des organisations de défense des droits de l'homme italiennes s'insurgent contre cette version. Qu'en est-il réellement? Que s'est-il passé? Si tout va bien, nous aurons Laura Martinelli, activiste des droits de l'homme. Elle est italienne, mais aussi Thierno Amidou Baldé, frère de la victime. Nous l'entendrons à travers le téléphone au compte des grandes gueules. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des grandes gueules. Encore une fois, merci d'être avec nous. Vous le savez, l'émission interactive. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou nous écrire tout simplement sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de votre émission. Merci encore une fois de votre fidélité avec Antoine Kourouma ici en studio. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour Giba Milimono. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien, Caps, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Mafoudi Abangura, bonjour. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Alors on commence par ce conseil des ministres. C'est devenu une coutume pratiquement tous les vendredis, on en parle. C'est mise au point de Thibou Camara, Antoine Kourouma. Oui, bon, j'appelle conseil des ministres version Thibou parce que il y a eu cette nouveauté dans la façon de rendre compte du conseil. C'est ce compte rendu participatif avec les médias qui, à la fin du compte rendu, posent des questions. Et c'est dans ce sens hier. C'est une avancée. Oui, c'est une nouveauté qu'il faut noter. Et pas une nouveauté, une avancée. C'est ce que je dis. C'est arrivé à la même chose. On l'a salué. On l'a salué au départ. Il faut le saluer. On l'a salué au départ. Il faut le saluer ouvertement. Je pense que ça se faisait avant, mais sous les grandes gueules. De toute façon, il y a une avancée. J'ai été l'un des premiers à féliciter cela. À l'époque, c'est Daouda qui semblait dire que ce n'était pas nouveau. La question ce matin n'est pas... Ça avait été arrêté. Quand ça revient et qu'on donne la latitude aux journalistes, surtout de poser des questions, je pense que c'est important. La question ce matin n'est pas liée à l'innovation ou aux félicitations à Thibou, mais c'est surtout lié à... Personne t'a dit de le féliciter. Je le félicite. Tu le félicites déjà. Félicitations, monsieur le ministre Thibou. Antoine et moi, pour vous féliciter. Il n'est pas fait. Non, Antoine, tu l'as fait. C'est tacitement fait. C'est toi qui dois le faire parce que tu étais l'un de ceux-là qui disaient qu'il n'est pas charismatique, qu'il n'est pas éloquent. C'est toi ce matin qui dois dire clairement que Thibou a innové dans sa façon de faire. Monsieur Thibou, félicitations de la part d'Antoine et Alphonse. Pas de la part de toi et moi, de toi seul. Bon, ce que j'ai à dire par rapport à ce compte rendu du Conseil des ministres, la version Thibou, c'est vrai, la question sur Espace, sur Guinée Games, également sur la subvention des médias a été posée. On a écouté Thibou sur la question. Et je me dis, avant, parce qu'on va écouter l'élément sonore, avant d'aller en profondeur de l'élément, moi je veux m'accentuer un peu sur la méthode par laquelle Thibou fait ce compte rendu du Conseil des ministres. Il y a une nette différence avec ses prédécesseurs. Antoine, c'est les félicitations, Antoine. Parlons du contenu. Parlons du contenu, Antoine. C'est plus important. C'est des félicitations, ça, Antoine. Non, il faut l'écouter de comprendre. C'est ça votre problème, vous n'écoutez pas les gens, après vous interprétez comme vous voulez. Laissez-moi finir. Il y a une nette différence avec les autres, je vous dis pourquoi. Avec les autres, très souvent, on a fait le constat. Dans mon temps, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui, à l'époque, quand il était porte-parole, il ne cachait pas les choses. Lorsque vous lui posez une question, il vous dit clairement ce qui est là. Le cas de Thibou, c'est différent parce que Thibou transforme la vérité en mensonge. Il a sa façon particulière. Ben si, il a sa façon... Les grandes gueules.
Je comprends mieux. Attendez que je finisse, Madame So. C'est mon point de vue à moi. Vous allez le respecter, s'il vous plaît. Après, chacun aura son point de vue. À mon avis, Thibault, dans sa façon de rendre compte du Conseil des ministres, par moment, ne tient pas compte de la réalité. C'est-à-dire, il joue son rôle de porte-parole en détournant carrément l'attention des gens sur les véritables faits. Les faits sont là, mais il semble les masquer pour vouloir dire ce qui est. Sur quoi tu te focalises pour le dire? Sur les faits. Par rapport au contenu du Conseil des ministres d'hier. Lorsqu'il parle d'espace et des autres cas, notamment de Guinée Games et de la subvention. La subvention, c'est vrai, il a dit qu'il y a des négociations en cours, qu'on est à la dernière étape. Alors, pas à pas. Prenons par exemple le cas d'espace. Pour le cas d'espace. J'ai écouté un ministre, mais je ne le reconnaissais pas, Thibault Camara. Mais c'est un mensonge flagrant. Non, attention. Bah, attendez. Non, Antoine, je ne suis pas d'accord avec toi. Prenons le cas espace. Je rebondis sur le cas espace. Ne me pas parce que c'est mon temps de parole. Laisse-moi finir. C'est un mensonge flagrant. Et je le dis, je pèse mes mots. Le ministre Thibault, hier, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de décision écrite, c'est vrai. Il n'y a pas de décision officielle. Ça peut être vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de décision officielle. Madame So, on a pris contact avec des ministres. Vous n'allez pas me contredire ce matin. Depuis 1 an, on prend contact avec des ministres pour les faire passer dans ce studio. Qui n'a pas eu des soucis avec un ministre par rapport à des sujets donnés? Les ministres nous ont confié quoi? On nous a interdit votre studio. Ça, c'est de façon... C'est avec des ministres... Mais c'est pas officiel. Non, mais Madame So, ça ne peut ne pas être officiel. Mais dire clairement... Ça peut ne pas être officiel, mais nous savons qu'il y a une décision dans ce sens. Ça a été discuté même au Conseil des ministres, où on a dit clairement aux ministres, ne participez pas, n'allez pas dans les grandes gueules pour donner votre point de vue par rapport à des sujets donnés. À mon avis, la façon d'intervenir hier du ministre Thibault, certes, la volonté, c'est de protéger le gouvernement, c'est de protéger le chef de l'État, mais à mon avis, cette façon hier de rendre compte par rapport au cas espace, pour moi, c'est une contre-vérité. C'est un mensonge que je ne gobe pas. Il y a une décision dans ce sens qui a été prise, qui est dit quoi? Il est dit clairement que les ministres ne doivent pas intervenir dans les grandes gueules pour des raisons qu'on ignore pour l'instant. Moi, ce que j'ai envie de savoir, il serait important qu'on nous dise clairement pourquoi, depuis 1 an, aucun ministre n'intervient chez nous. Il y a des sujets importants pour lesquels on veut les entendre, mais depuis 1 an, ils refusent que nous les prenions. Dans ce studio, il y a même des cadres des directions qu'on a voulu avoir dans ce studio. Ils donnent leur accord. Il y a des cadres de direction qui passent. Non. Les ministres, non, mais il y a beaucoup de cadres de direction qui passent. Beaucoup, pour un départ, ont donné leur accord pour intervenir. Par rapport à lorsqu'ils prennent attache avec leurs supérieurs, on leur dit clairement, n'intervenez pas, ça a été flagrant ici. Et donc, moi j'ai envie que nous soyons clairs avec les choses, nous ne marchons pas les mots. Il y a une décision qui est claire, il n'y a pas d'intervention du gouvernement dans les grandes gueules, c'est une décision qui a été prise. Certes, il n'y a pas d'écrit dans ce sens, mais tous l'ont dans leur esprit, ils n'interviennent pas. Antoine, ouais, toujours égal à lui-même. Les grandes gueules. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est ce raccourci que prend Antoine. On ne peut pas résumer les prestations de Thibault Camara en tant que porte-parole à ce qui a été dit hier. Et ce que Antoine perd de vue, c'est que le compte-rendu a été fait. C'est après le compte-rendu du Conseil des ministres qu'il y a une session questions-réponses. Justement. Et c'est ce qu'on a... C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai insisté sur la phase des questions. Non, pas du tout. Tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, Mafoudia. On va s'écouter. C'est cette phase questions et réponses dont on a eu l'extrait. Il ne s'agit pas, donc ça n'a rien à voir sur la présentation du Conseil des ministres jusqu'à comparer avec... non. Je pense que là, il fait son travail. Maintenant, quand on vient à cette déclaration par rapport à Espace TV, quand Thibault Camara dit qu'aucune décision officielle n'a été prise, c'est une réalité. C'est vrai. Il n'y a aucune décision officielle. Mais il y a une décision officieuse et elle est verbale. Elle n'est pas écrite. Ça, c'est une réalité. Non, je pense qu'on va s'écouter. Écoute-moi. Tu as demandé tout à l'heure qu'on t'écoute. Non, faut pas qu'elle transforme ce que j'ai pas dit. Tu as demandé tout à l'heure quand... J'ai dit clair. Non, j'ai dit clair. J'ai été clair, Mafoudia. J'ai dit, Thibault a dit qu'il n'y a pas de décision officielle. On est d'accord avec lui. Mais il y a une décision qui a été prise disant au ministre de ne pas le faire. Regarde. Ta décision n'est pas écrite. On est d'accord avec. Calme-toi. Non, ta façon de parler, c'est ainsi comme on ne se contredit pas. On est d'accord avec la décision officielle qui n'a pas été prise. On va expliquer. Voilà. On va expliquer. Tu as eu tes mots, elle va utiliser ses mots. Oui, dans ces mots qu'elle ne transforme mes propos. C'est important. On va évoluer. Donc, quand il dit qu'il n'y a pas de décision officielle, il n'y en a effectivement pas. Mais lorsque Thibault dit, va loin et va jusqu'à dire que
chaque ministre a le droit d'aller sur les antennes voulues. La question, c'est de savoir qu'est-ce que Tibou fait de notre droit à nous, en tant que journalistes, d'inviter les ministres, et que bizarrement, tout d'un coup, personne ne veut passer à la fois. On peut parler là de droit, et je pense que c'est là la question. Parce que je crois que c'est une façon maligne d'élucider cette partie, mais c'est cela la réalité. Effectivement, chacun peut avoir droit, mais comment comprendre dans une république qui se dit démocratique que tout le monde ne vienne pas en même temps? Et quand on sait que quand même la radio espace a un grand passé avec presque l'ensemble des grands acteurs politiques du pays. Ils se sont succédés ici, dans ce même studio, dans la joie, dans la colère, c'était ici. Pourquoi en ce moment ils n'avaient pas le droit d'attendre ailleurs, d'aller sur la RTG ou autre? Je pense que c'est là qu'on parle justement d'excuses qui ne tiennent pas. Et je pense que Tibou Camara, il le sait. Mais encore une fois, je pense que c'est quelqu'un, c'est comme quand vous dites à un chargé de com d'une structure qui a merdé, on lui dit quand même va nous défendre, va dire quelque chose. Je pense que c'est dans cette logique qu'il s'est inscrit, mais sinon je pense que c'est suite d'ailleurs à cette longue lettre de Moussa Moïsila hier, parce que c'est la tendance, il faut écrire au chef de l'État pour justement qu'il puisse jeter un regard. On va partir avec cet élément, ce sont justement pour être plus édifiés pour les auditeurs, bien évidemment. Monsieur le Président de la République a félicité le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, pour le travail déjà accompli et tous les efforts pour relayer la parole de l'équipe gouvernementale et défendre ses positions, surtout pour une meilleure circulation et diffusion de l'information, à même d'éclairer et mieux édifier l'opinion publique nationale et internationale. Il l'a encouragé à persévérer dans cet effort avec engagement, courage et détermination. N'est pas perdu, sans doute il y a-t-il un retard, mais je pense que, comme d'habitude, vous allez bénéficier de la subvention instaurée par l'État, mais considérée aujourd'hui comme un droit pour la presse. Vous êtes chez les grandes gueules, alors on a écouté cet élément, bien évidemment, il a également parlé, il a été question de la subvention accordée aux hommes de médias. Le porte-parole a rappelé, qui a reçu les félicitations du président, il faut le rappeler. Non, ça date du 3 juin. Okay, c'est ce que je dis, il a reçu les félicitations du président. Il faut préciser la date, c'est bien avant, hier, il a reçu les félicitations du président, chose qu'il a tenu à noter dans son compte rendu. Parlant des subventions, oui, c'est pas hier, on parle du 3 juin. Quelque chose qu'il faut rappeler par rapport à la subvention, il a parlé de cet esprit de gouverner autrement que le président a mis en place, surtout avec les services financiers. Il y a de nouvelles procédures qui ont été établies qui retarderaient les décaissements de fonds, la mise à disposition de fonds. Et cette nouvelle procédure se veut comment on va dire, plus minutieuse, plus claire dans la gestion des fonds et autres, que c'est ce qui retarderait les allocations, les fonds alloués à la presse. Chose qu'on pourrait comprendre, parlant ainsi, parce que nous ne sommes pas dans le mécanisme du ministère des Finances ou des institutions financières en Guinée pour comprendre comment ça se passerait. Donc ça, la presse continue de croiser les doigts en attendant sa subvention. Par rapport à Guinée Games, même si elle laisse désirer. Oui. On parle d'abord de la subvention. Ok, on parle de la subvention. Bon, Antoine veut qu'on revienne sur le cas Espace, mais moi j'aimerais dire quelque chose par rapport à Espace. Tibou Camara est porte-parole du gouvernement. Il fait de la communication institutionnelle. Il n'est pas cette personne la mieux placée pour dire le président avait donné cet ordre-là en off, même s'il n'a pas écrit. Il ne peut pas. Et la voie qu'il a trouvée, c'est la seule voie pour lui pour répondre dignement à cette question. Parce que je ne vois pas ce mea culpa qu'il aurait pu faire hier devant des journalistes pour dire vous savez, à cause de certains avis que Espace a émis, on a décidé de fermer la porte. Non, il n'aurait pas pu le faire. Ça, c'est pas son rôle. Hier, il a joué son rôle. Je ne suis pas très appréciant vis-à-vis de Tibou Camara, mais sa sortie d'hier, c'était la sortie du porte-parole du gouvernement. C'est les mots qu'il fallait pour un porte-parole. Et il a trouvé les mots. C'est à nous de nous en satisfaire ou pas. Mais c'est les mots qu'il fallait. Il ne l'a pas dit tacitement pour dire il n'y a pas d'ordre. Il a dit il n'y a pas d'ordre écrit. C'est qu'il laisse comprendre qu'il y a eu un ordre même s'il n'est pas écrit. Et de l'autre côté, il dit que chacun a le choix d'aller dans le média qu'il veut. Comme pour dire que
Si les ministres ont refusé ou des hauts dignitaires du pouvoir ont refusé de venir, ce n'est pas le président qui a donné l'ordre, c'est à leur volonté personnelle. C'est vrai. Ces cadres, on les a sollicités pour communiquer sur des... volonté personnelle. Non, Mafoudia. Juste cet exemple. La fois je l'ai rappelé tantôt. Daouda Kamara est allé pour interviewer Damaro. Qu'est-ce qui s'est passé? Mafoudia ici assis, est allé interviewer Kassori Fofana. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai envie qu'on prenne des exemples précis. Kassori a accepté l'interview. Mafoudia s'est déplacé en fin d'année, décembre, pour une interview avec le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la fin d'année, pour le journal, je crois, le journal de la fin d'année Espace. Kassori, à la dernière minute, a dit qu'il ne parle plus parce qu'on leur interdit de parler à Espace. Enfin, le boycott est réel. Attention, les grandes gueules. Antoine, je veux pas que nous mâchions les mots. La réalité, ne faisons pas de politique ce matin. Disons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des exemples précis. Daouda Kamara est allé prendre Damaro Kamara de l'Assemblée nationale pour une interview qui était d'accord au début. À la fin, qui nous dit clairement tout le monde est d'accord qu'il y a boycott. Mais c'est les mots employés pour le dire. Il y a boycott. Antoine, les exemples que tu as, on est tous d'accord avec toi. Non, c'est pour rappeler au porte-parole du gouvernement qu'il y a eu des cas précis. Mais il le sait. Antoine, il ne peut pas utiliser tes mots pour dire ce que tu as envie d'entendre. Ce que je suis en train de te rappeler. Il a mis cela sur le compte de la diversité des médias. Il dit clairement que les gens ne viennent pas parce que... Qu'est-ce que tu voulais qu'il dise, Antoine? Laisse-moi finir. Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il dise en tant que porte-parole du gouvernement? À mon avis, il devait dire quoi? Il y a une décision qui a été prise qui leur interdit de venir chez nous. Oui. Je ne dis pas de dire clairement qu'il y a une décision, mais qui ne mettent pas cela sur le compte de la diversité des médias. Mais quel aurait été son argument? Pour moi, c'est une contre-vérité qui ne tient pas la route. Antoine, il y a une décision qui a été prise. On a eu des cas précis pour lesquels on nous a dit clairement on est interdit de passer chez nous. J'ai donné des exemples. Je suis d'accord. Kassori l'a fait, Damaro l'a fait, d'autres cadres l'ont fait. Dites-nous à ce jour, quel est ce cadre de l'administration qui a accepté une intervention? Maintenant, Antoine, tu me laisses finir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux écouter les gens? Non, Madame Yero, moi j'ai envie, pour finir rapidement. Espace fonctionne ou pas? Ce qui est clair, le plus important, c'est que la radio continue à fonctionner et nous traitons de l'actualité. Tout le monde sait que le boycott, il est réel, il existe, mais vous n'allez pas mettre vos mots dans la bouche du porte-parole du gouvernement, c'est pas possible. On ne peut pas faire de lui le responsable de cela. C'est le président de la République. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est le président de la République, qui intime à tout le monde de ne pas passer sur les antennes de la radio Espace. Mais ce que je veux dire rapidement par rapport à ça, aujourd'hui, ce qu'on peut vivre, on peut considérer ça comme la loi du plus fort. Et comme on le dit, il n'y a rien qui ne change pas. Tout change. Je pense qu'il faut laisser couler les choses. Aujourd'hui, si le président a pris cette décision et que les gens, au nom de pour sauvegarder leur boulot et autres, sont obligés de l'accepter, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Espace reste Espace. Espace, ça a commencé depuis... Voilà. Nous faisons notre travail. C'est juste que nous en parlons parce que quand on sait que dans notre travail d'informer la population, on a besoin des informations qui viennent de là. Les grandes gueules. Diviser cette situation, il y a la question du droit d'accès à l'information publique qui est consacrée maintenant. Il y a une loi qui existe. Il y a une loi qui est votée dans ce sens et le chef de l'État l'a promulguée. C'est réel et effectif. Maintenant, est-ce que nos reporters sont écondus dans les conférences tenues par les ministres? Non. Est-ce que nos équipes rédactionnelles ne participent pas aux événements publics? Non. Tel n'est pas, ça ne se fait pas. Donc nous accédons à l'information. Le problème c'est où? Même s'il y a des difficultés. Des difficultés parfois, mais ça peut être général parce que tous les journalistes quand même en Guinée parfois se plaignent. Oui, je sais. Oui, parfois. À cause de l'émission des grandes gueules, endure quelquefois. Je sais, parfois ça peut nous desservir. Ça, je le sais, mais on sait quand même que nos équipes assistent à ces rencontres. Maintenant, le problème, c'est par rapport aux personnes, aux individus. Il y a des ministres qui ont dit, bon, on ne peut pas venir parce qu'on a reçu des consignes au niveau du sommet. C'est comme un invité qui te dit tout de suite, bon, je ne peux pas répondre à ton invitation. Il est dans son droit. Mais sauf que nous, on a une mission de service public. La communication descendante du gouvernement, à un moment donné, le chef de l'État a dit que ça ne fonctionnait pas. Maintenant, s'il faut dynamiser cette communication, aujourd'hui, ils ont besoin d'utiliser tous les canaux. Sachant surtout que Espace, du point de vue audimat, Espace est un média qui est très écouté et aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, à l'international, le chef de l'État, il en est conscient. Il a donné une mission à Tibou. Il faut dynamiser la communication institutionnelle qui ne fonctionne pas. Nous faisons des choses, la population n'est pas au courant. Nous faisons des choses, nos bailleurs de fonds, nos partenaires ne sont pas au courant. Comment vulgariser cela? Eh bien, il faut utiliser ces canaux. Souhaitons que ces ministres, que le chef de l'État revienne à de meilleurs sentiments pour que
commence à communiquer sur espace. Parce que nous ne sommes pas des couloirs de transmission. On ne peut pas dire ce que vous voulez à l'antenne. On peut censurer parce qu'on a aussi une responsabilité sociale. Mais de là, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que les ministres comprennent et que le chef de l'État, il arrive à comprendre que Espace est un canal idéal pour eux dans le cadre de la communication institutionnelle. Vivement leur retour dans cette émission, c'est tout ce que nous souhaitons, pas pour nous, mais pour le peuple de Guinée qui a soif d'information. Maintenant, moi j'aurais pu quand même qu'on puisse s'appesantir sur ce qui se passe à Gawal. Ils ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête parce qu'il y a eu des problèmes là-bas. Gawal souffre, Gawal manque presque de tout. Cette commission d'enquête va faire des études sur ce qui s'est passé au niveau de la mine d'or, mais ce que moi je déplore, l'État guinéen n'est pas dans l'anticipation. Sinon, depuis 2017, il y a un texte d'application sur l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. Ils ont mis en place un comité d'encadrement de l'exploitation qui existe dans chaque préfecture en Guinée. Ce comité, normalement, avant que les citoyens ne quittent la Haute-Guinée ou partout dans le pays pour aller exploiter l'or de façon sauvage, on aurait pu d'abord faire une étude préalable. Justement. La direction nationale de la géologie, la direction nationale de la géologie devait être sur le terrain. La direction nationale des mines devait être sur le terrain. Le comité d'encadrement de l'exploitation artisanale de l'or devait être sur le terrain pour faire des études et ensuite faire ce qu'on appelle la parcellisation et la démilitation des périmètres. En fonction de ça, maintenant ceux qui veulent exploiter, ils font des demandes d'exploitation que le ministre à travers un arrêté allait accepter. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils le font maintenant, mais il faut qu'ils soient dans l'anticipation pour éviter de tels scénarios dans le pays. En tout cas, il a fallu attendre qu'il y ait des altercations. Des altercations, voilà. Je pense qu'il faut anticiper. Voilà, moi je veux rapidement revenir sur le sujet espace avant de continuer rapidement pour apporter une précision. Parce qu'en soi, il y a une chose qui est importante qu'il faut rappeler. Pendant les moments durs, c'est les durs qui avancent. Et moi, ça m'a permis de mesurer quelque part, si vous voulez, la puissance ou la force d'existence de Espace. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, je veux plus qu'on voie le côté positif de ce qui est en train d'arriver pour permettre justement à ce média-là d'aller encore plus fort, d'aller plus de l'avant. En réalité, on a pu comprendre que si à la base on pensait que l'audimat de Espace c'était forcément les ministres, on a pu comprendre que sans l'intervention des ministres dans cette émission de très grande écoute, les gens étaient bien servis, ils avaient de très bonnes informations. Et vu qu'on ne peut pas se passer d'un média comme Espace qui est suivi de par l'international, de partout, qui a une très grande influence, à mon sens, le gouvernement, quelle que soit la décision prise, ils ne feront que revenir après. Et moi, déjà, il n'y a rien que le fait de voir le porte-parole du gouvernement se mettre devant, dans la session, dans la phase question-réponse, et de prendre la parole pour chercher à défendre le fait que Espace n'était pas boycotté. Ça, déjà, ça montre qu'ils ont pris quelque part, l'information est passée. Il faut rappeler que c'est un journaliste qui a posé la question. Oui, je suis d'accord que c'est un journaliste qui a posé la question. Et rien que la réponse qu'il a donnée là-bas, c'est le porte-parole qui a donné une réponse, c'est quand même parti, quoi. D'accord, je pense que l'information est déjà passée et j'ose espérer que ça donnera suite. Maintenant, après que les ministres continuent à intervenir dans l'émission Les Grandes Gueules ou qu'ils n'interviennent pas dans l'émission Les Grandes Gueules, peu importe, le plus important, c'est que ce qui peut être fait sera fait pour que les gens puissent avoir l'information qu'il faut. Moi, je veux qu'on soit beaucoup plus focalisé sur ce qu'on peut tirer là-dedans pour permettre justement à ce média-là de continuer à avancer comme ce qui est fait. Ma deuxième intervention, c'est par rapport au cas Guinée Games. En soi, moi, il y a une chose que je veux rappeler, le chef de l'État à un moment donné est toujours en train de dire qu'il veut créer des champions nationaux. À chaque fois, on parle de création de champions nationaux, on parle de favoriser l'entrepreneuriat, surtout au niveau local, pour permettre d'enrichir les Guinéens, à ce qu'on ait des grands entrepreneurs dans le pays. Mais ce que je constate, sauf qu'il y a le contraire, on donne la possibilité à d'autres entrepreneurs, venant d'ailleurs, qu'on soutient sur la Guinée, qu'on leur donne de la force, et ceux-mêmes qui sont sur la Guinée, même si des fois ils ont des difficultés, c'est comme les pays comme les États-Unis. Quand tu tombes la première fois avec ton entreprise, c'est pas fini pour toi. L'État met tout en œuvre pour t'aider, pour que tu puisses revenir une deuxième fois, pour que tu puisses être là. Parce qu'en soi, quand tu disparais, c'est des milliers d'emplois, c'est plusieurs personnes qui perdent leur emploi, c'est des familles qui en souffrent, et c'est cette difficulté à la base qu'on est en train qu'on veut chasser, en fait, qui reviennent et qui perdurent. Donc, à mon sens, encore une fois, le cas Guinée Games, il est important que l'État revoie un petit peu sa façon de collaborer avec les autres entités pour voir encore une fois comment pouvoir leur donner de la force afin que ces gens-là puissent continuer à avancer. L'État ne peut quand même pas tout centraliser à son niveau. Et la dernière chose que je voulais rajouter par rapport à la sortie hier du gouvernement,
du porte-parole du gouvernement, M. Thibou Camara, c'est un petit peu dû à la subvention de la presse. Voici un petit peu les conséquences. Quand on décide de tout centraliser à un seul niveau, la conséquence directe, c'est quoi? C'est la lenteur dans la gestion des dossiers. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de connaître. La subvention de la presse, ce n'est pas une première en Guinée. Chaque année, c'est la même chose qui arrive. Donc, quelque chose qui se répète mérite d'être processé. Et si c'est processé, ça veut dire que les années qui viennent, on est censé pouvoir diligenter cela. C'est quelque chose qui est là, qui est connu, qui doit passer normalement et que ça ne doit pas connaître de retard comme ça se doit. Encore une fois, il est important qu'à un moment donné, que le chef de l'État puisse libérer un petit peu un certain nombre de décisions ou un certain nombre de choses, parce qu'encore une fois, s'il n'a pas confiance aux gens qui doivent exécuter ou prendre ces décisions-là, qu'il les enlève, qu'il les remplace, afin qu'on ne puisse pas être dans la lenteur et que les choses puissent aller très rapidement. Allez-y, Mafoudia. Et à écouter le porte-parole du gouvernement hier sur le cas de Guinée Games, apparemment, il y aura des échanges qui devraient permettre à ce qu'aucune partie ne perde réellement. Et c'est ce que nous demandons. Nous souhaitons que dans les faits... Parce que moi, ce que je me disais, que je ne comprends pas, quelqu'un ne peut pas investir, mettre en place une structure pendant des années. Un beau matin, l'État se réveille tout bonnement, il récupère tout. Parce que comme oui, cela, en fait, comme sur un claquement de doigts, c'est quand même incompréhensible. L'incohérence dans cela, c'est que par exemple, ce qu'on reproche à la structure d'Antonio Soare, c'est des manquements quand même qui datent de 2001. Depuis 2001, on se pose la question de 2001 à 2021. Qu'est-ce qui a fait qu'à aucun moment on ne l'ait par exemple pas interpellé? Pourquoi c'est maintenant que ça se passe? Je pense que ce sont des choses qui nous a amené à évoquer l'aspect peut-être politique de la décision. Sinon, oui, la LONAGUI peut être dans son droit de relever les manquements qu'il y a, mais encore une fois, on ne cessera jamais de le répéter. Il faut alerter. Mais il y a un processus. Il y a tout un processus. Oui, il y a tout un processus. Et parce que je pense que même l'objectif de ces processus, c'est de permettre à ce que ces sociétés ne meurent pas. Parce qu'encore une fois, on ne cessera jamais de le répéter, c'est un Guinéen qui est à la tête d'un projet. Et quand on prend Guinée Games aujourd'hui, c'est pas que la personne d'Antonio. Ce sont ces milliers de Guinéens qui sont derrière. Ce sont ces jeunes qui ont des projets qui sont financés, ces artistes, ces sites d'information, ces parieurs, ces joueurs. On nous garantit aujourd'hui que rien de tout ça ne sera perdu. Mais au-delà de cela, il y a cette façon d'encourager les Guinéens. On le dit souvent, c'est le pouvoir seulement. C'est le pouvoir souvent qui fait les riches. Quand le pouvoir veut détruire quelqu'un, il trouvera les moyens de les détruire. Mais en quoi c'est utile pour le pays? Aujourd'hui, des nations sont en train de se battre pour qu'il y ait plus de milliardaires dans le pays. Parce que quand on voit la redistribution, ça touche directement d'autres personnes, d'autres familles. Mais par exemple, quand c'est un étranger qui vient s'enrichir en Guinée, il rapatrie les biens, ça va. Le Guinéen bénéficie moins. Donc, quand on prend sous cet angle aussi, on ne peut que demander à l'État de trouver une solution pour que justement un entrepreneur comme Antonio Soare, qui a fait des années, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un Guinéen qui a quand même travaillé des années durant et aujourd'hui il y a un résultat. Le premier travail qu'on demande à l'État, c'est de le protéger, de voir comment l'aider. S'il n'est pas en règle, qu'on l'aide à se mettre en règle pour qu'il garde le cap, parce qu'il y a bien d'autres choses qui rentrent en jeu. Je pense que c'est l'essence même, c'est ce qu'on demande à notre État. Personne n'est infaillible, mais aider les gens à s'organiser pour le bien de la population. Bien, Mafoudia Bangoura, je sais que le président nous regarde à Séroutouré. Si c'est le cas, monsieur le président, levez le boycott. Les grandes gueules continuent. Exclusif Espace TV. Dimanche, 20h30, en marge de la clôture du mois spécial Momo Wandel sur Calac, Espace TV vous propose une soirée continue Expérience africaine. Un film documentaire qui met en évidence la rencontre et la découverte avec un groupe de jeunes Français et Guinéens qui ne connaît ni frontières ni couleurs. De la France à la Guinée, Laurent Chevalier filme cette aventure humaine autour d'une musique qui rappelle Momo Wandel. Rencontres, découvertes et musique se donnent rendez-vous au cinéma dans Expérience africaine. Expérience africaine sur Espace TV, c'est ce dimanche 27 juin à 20h30. Espace TV, la télé des expériences.
Une liberté de temps qu'on n'est pas prêt de lâcher. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Une émission à retrouver sur guinée114.com. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou et sur Bambou FM du côté de Farana. Vous nous écoutez bien évidemment via nos antennes régionales à Boké, à Kindia, mais aussi à Labé et à Zérékoré sur 99.7 et exceptionnellement sur la 99 dans l'Onabaya à Kankan. Migration irrégulière, on en parle dans les grandes gueules de ce vendredi. Un jeune Guinéen mort en détention en Italie après avoir été agressé par 3 individus et arrêté par la police. Malgré les réclamations de soins suite aux violences qu'il a subies, Mamadou Moussa Baldé, 23 ans, n'en aura pas. Il ne bénéficiera pas des soins tant réclamés et perdra la vie dans des conditions obscures. Alors que les autorités italiennes parlent de suicide, des organisations de défense des droits de l'homme italiennes s'insurgent contre cette version. Qu'en est-il réellement? Si tout va bien, nous essaierons de joindre Laura Martinelli. Elle est activiste des droits de l'homme et Tierno Amidou Baldé, grand frère donc de la victime. On en vient à cet autre sujet. Nous partons à Swapiti, Djiba Milimono. Oui, tout à fait. Hier, nous avons appris que finalement, le maître d'ouvrage allait donner provisoirement, disons, le barrage au pays, aux demandeurs, c'est-à-dire aux autorités guinéennes. C'est vrai que ça va être effectif vers le mois de novembre. Donc, Swapiti, c'est 450 MW de capacité. Donc, ça vient 450 donc à l'État qui fait 250. Donc, les deux, ça nous ramène vers 700 MW installés. 240 voilà Calita, sans compter maintenant à Maria et disons les centrales thermiques. Donc nous sommes pratiquement à plus de 1000 MW de capacité installée en Guinée, sans oublier que notre potentiel hydroélectrique et énergétique est de 6000 MW. Donc il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire parce qu'aujourd'hui le taux d'accès à l'électricité est très faible dans le pays, parce que si on parle aujourd'hui de Calita et de Swapiti, c'est que les zones peut-être qui pourront bénéficier, c'est Conakry et certaines zones peut-être de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, sans compter que dans le même discours, on estime qu'on va pouvoir y vendre l'électricité dans la sous-région telle que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pour une rentrée de devises. Mais sauf qu'à ce niveau, moi j'ai un problème avec l'État guinéen. Je me pose la question de savoir, parce qu'ils ont un projet d'électrification rurale. Est-ce que les zones rurales, il est prévu le raccordement au réseau national? Parce que ces zones aujourd'hui sont dans le noir. Donc avant de penser à revendre l'électricité, je pense que dans la sous-région, nous sommes tous pour l'intégration africaine, mais il faudrait penser à ces zones rurales. C'est vrai que le projet solaire tarde encore, c'était prévu, des panneaux solaires à l'intérieur du pays. On ne sait pas jusqu'à présent avec le projet de Econ et d'autres où en sommes-nous avec ce projet. Maintenant, je pense que Swapiti peut être une aubaine pour l'État guinéen de raccorder ces zones rurales au réseau national. C'est vrai que ça demande aussi des coûts, parce que le coût de production, le coût de transport et aussi de distribution, c'est beaucoup d'argent pour l'État guinéen. Mais il faut penser rapidement à ces zones rurales aujourd'hui qui sont en train de broyer le noir. C'est quand même, ça va être un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, oui, quand même. Un plus pour le pays. Il faut féliciter quand même, je pense que nos gouvernants, même s'ils sont dans leur rôle, parce que c'est ça aussi leur mission, de répondre aux besoins du peuple. Aujourd'hui, qui veut développer l'agriculture dans le pays, il faut de l'énergie. Donc, ils sont dans cette dynamique-là. Espérons que Swapiti va être un projet définitif sur le long terme au bénéfice des Guinéens. Une fois encore, n'oubliez pas qu'en termes de subventions, l'État fait plus de 3 000 milliards de francs guinéens par an, ce qui est trop. Donc, je pense qu'avec ce barrage, on peut, disons, capitaliser tout cela. Nous investissons mal, on a peu d'argent et les allocations sont mal faites. Si on arrive à réduire le coût de subvention, ça va nous permettre d'investir dans d'autres domaines. Bien, on va essayer de comprendre ce sujet dont on parlait tantôt avec Laura Martinelli, cette activiste des droits de l'homme italienne qui est au bout du fil chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Bonjour Madame Martinelli. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, nous avons suivi cette actualité par rapport à ce jeune Guinéen qui a perdu la vie en détention du côté de l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions il a perdu la vie? Alors, la situation était assez compliquée pour ce jeune homme. En fait, il était dans un centre fermé à Turin, un centre où les migrants, les étrangers sont détenus avant d'être expulsés dans leur pays d'origine.
En fait, c'est assez étonnant comme il est arrivé dans ce centre fermé, car au tout début, il se trouvait toujours en Italie. Il n'avait pas à ce moment-là un permis de séjour, mais en fait, il avait quand même fait une demande de protection internationale, une demande d'asile. Il se trouvait d'abord sur le territoire de Ventimiglia et d'Imperia, donc à la limite entre l'Italie et la France. Et disons qu'il habitait dans cette région-là. Et au mois de mai, le 9 mai précisément, il avait été agressé dans la rue par un groupe de jeunes Italiens qu'il avait vraiment massacré au point qu'il avait été amené à l'hôpital tout de suite après l'agression. Suite au contrôle de la police à l'intérieur de l'hôpital, il avait été ensuite amené au poste de police de Imperia, donc toujours de la même ville. Ensuite, à nouveau ramené à l'hôpital parce que ses conditions physiques n'étaient pas bonnes du tout. Et encore, après ses démissions de l'hôpital, il a été ramené à nouveau dans le poste de police. Ils lui ont communiqué une expulsion, un ordre de quitter le territoire italien, et donc tout de suite ramené à Turin au centre fermé. Donc où il a été mis en détention en attente d'être expulsé vers la Guinée. Donc, ce centre de détention qui se trouve à Turin, il est dans des conditions très très mauvaises, parce que on dit toujours ici à Turin que la prison c'est beaucoup mieux de ce centre fermé, parce que les détenus ils ont beaucoup plus de droits que les étrangers qui sont détenus dans le centre fermé de Turin. En particulier, ce jeune homme, il a été tout de suite détenu dans des cellules d'isolement à cause d'une question sanitaire qui n'était pas bien claire. Okay? On disait un problème dermatologique qui après n'a pas eu il n'a pas été vérifié par les médecins. En fait, il n'avait rien. Bon, peu importe, car il a quand même été isolé pendant 10 jours dans le centre fermé. Isolé, cela veut dire qu'il était maintenu dans des cellules qui sont au fond de la cour du centre. Madame Martinelli, oui. Pourquoi cet isolement? Pourquoi l'ont-ils mis en isolement? Parce que c'est lui qui a été agressé. Que s'est-il passé? Pourquoi traite-t-on ainsi les migrants? C'est exactement cela que nous demandons aussi. Et c'est cette injustice-là qui a amené Moussa, qui a mené Moussa à sa fin. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison légitime pour avoir fait ça. Il aurait dû être traité comme une victime d'une agression, comme une victime d'un crime, d'un délit. Et au contraire, il a été traité lui-même comme un criminel, sans aucune raison en fait. Bien. Allez-y, Alphonse. Madame, les raisons du décès du jeune homme restent encore floues. Certains parlent de suicide pendant que d'autres parlent d'assassinat. Est-ce qu'il y a eu une autopsie pour déterminer les raisons de son décès? Il y a eu une autopsie, les résultats ne sont pas encore publics et ne sont pas encore connus par le procureur, mais par contre, on a eu des contacts avec la procureure qui est en train de suivre le cas et là vraiment, on a trouvé, on est très content de ça. Elle a vraiment envie d'arriver au but de cette histoire, au fond de cette histoire, car les choses ne sont pas claires. Et je dois dire que même si il est vrai que le jeune homme est arrivé au suicide, même si cela est vrai, bon, je crois et on croit et les avocats ils croient et le procureur aussi il croit ça,
il ne devait pas être mis à l'isolement s'il était dans cette condition psychologique. Donc, même s'il est arrivé à ça, il ne devait pas arriver à ça. Il était mis dans les conditions de ne pas trouver d'autres solutions que cela. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a des responsabilités qui doivent être vérifiées. Quel est le sort réservé à ces agresseurs? Ont-ils été arrêtés ou sont-ils aujourd'hui libres de leur mouvement? Ils sont libres dans leur mouvement et malheureusement, je dois dire que pour l'instant, le procureur de Imperia, la ville où il a été agressé, ils n'ont pas pris vraiment à cœur la situation. Car nous, comme activistes, comme avocats, on considère que cette agression avait forcément une raison raciale, au fond, que c'était une agression raciste. Et on croit vraiment fortement à ça, mais le procureur, pour l'instant, il n'a pas classé cette agression comme raciste, mais comme une agression simple. Donc, notre but, c'est de suivre la procédure à Imperia, au tribunal, pour rendre public qu'en fait, c'était une agression raciste et qui doit être traitée comme telle, et donc avoir des sanctions plus graves. Bien, allez-y, Guiba. Alors, quand même, c'est étonnant. On vous agresse et vos agresseurs sont comme ça dans la nature. Pour un pays, quand même, qui est très avancé en termes de technologie et tout, qu'est-ce qui explique un peu le sur droit de l'homme, surtout. Un droit de l'homme. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce qu'on est en train de dire finalement, c'est un étranger et donc on peut traîner les pieds? Qu'est-ce qui justifie cela? Et il faut préciser que la vidéo de l'agression existe. Elle a été diffusée en boucle par les médias italiens. Pourquoi traîner les pieds par rapport à ces personnes qui sont rendues coupables de telles forfaitures? Voilà, et je sais que c'est étonnant et je ne peux pas nier que vis-à-vis des crimes, des délits commis contre des victimes fragiles, et précarisées comme sont les migrants et les étrangers beaucoup de fois en Italie, c'est à la fois il y a des nids de justice. On va nier la justice à cette personne, et on va pas vérifier et on va pas tenir en compte la personne. Malheureusement, je dois dire ça parce que on le voit beaucoup de fois dans les tribunaux italiens. Donc même si on est connu pour respecter les droits de l'homme, etc., mais dans la vie de tous les jours, malheureusement, à la fois dans la justice et dans le comportement des forces de l'ordre, on voit beaucoup de fois que quand les victimes sont des étrangers, et les criminels sont des Italiens, là, je crois que parfois il y a un traitement différent. Voilà. Alors, il n'y a que la dépouille de Mamadou Moussa, justement, sera ramenée dans son pays, ici en Guinée, demain, samedi. Vous êtes en Italie. Dites-nous comment se passe la mobilisation au niveau des avocats, au niveau des activistes des droits de l'homme. On a notamment vu des images où on lui rend hommage quelque part du côté de l'Italie. Comment cela se passe-t-il sur le terrain? Mercredi, il y a eu une cérémonie ici à Turin. Je ne sais pas si ce sont les images que vous avez vues. À cette cérémonie, cette cérémonie a uni, disons, la communauté du Turin. Il y avait les institutions de la commune de Turin. Il y avait toutes les institutions religieuses de la ville, de toutes les religions qui sont représentées dans la ville, qui se sont unies pour parler de Moussa, pour rendre hommage à Moussa. Et donc déjà cela, c'est assez rare, je dois dire, et c'était un moment très important. Deuxièmement, il y a toute une mobilisation qui
qui est en train encore de se dérouler, qui est commencé avec une grande démonstration. Bon, pour nous c'est grand, c'est parce qu'on n'arrive pas toujours à mobiliser beaucoup de monde sur ces arguments, mais on a fait une manifestation avec aussi des avocats devant la préfecture, donc la représentation du gouvernement, pour dire que ce que s'est passé à Moussa ne peut plus passer. Il faut rendre justice à ce jeune homme et que le centre fermé où il était détenu, il doit être fermé parce qu'on peut plus accepter ce qui passe à l'intérieur. Et bon, voilà, cette mobilisation continue aussi sur les social media. Donc il y a un site web aussi dédié à ça et il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de s'exprimer, d'exprimer leur solidarité à Moussa et demandant aussi la fermeture de ce centre de détention qui ne fait que des victimes. Bien, Laura Martinelli, activiste des droits de l'homme du côté de l'Italie, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Bien, la dépouille de Mamadou Moussa Baldé, qui reviendra certainement demain, selon les informations que nous avons eues du côté de la famille. Si tout va bien, dans la deuxième partie, nous aurons son frère pour en savoir davantage. Comment cela va-t-il se passer? Comment les funérailles vont-elles s'organiser? Merci à vous tous de nous regarder à l'international, d'être avec nous. Restez avec nous dans la deuxième partie. Nous aurons d'autres sujets. On parlera notamment culture avec Petit Tonton. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.